Trenel était un morne si escarpé qu'il fallait, par temps de pluie, crapahuter dans la pente à quatre pattes pour ne pas y glisser. Charrier à la force des bras tout ce dont on a besoin pour vivre. Lever les pieds bien haut dans le chemin pour ne pas exploser les stupides crapauds qui ne sautaient jamais droit. Marcher tête baissée pour ne pas s'enrouler les chevilles dans les anneaux du serpent à tête de vache qui rit. Un morne où les gens ne parlaient jamais doucement, sauf pour murmurer des ragots, où il valait mieux s'enfiler un dernier coup de feu dans le gosier, plutôt que de réfléchir au lendemain. Un coin trop inaccessible pour que les voitures de l'enville puissent y ramener leurs pétarades nouvelles et ajouter au vacarme de la forêt trop reculée pour être la France décrite dans les manuels scolaires. On y construisait sa case, en bric-à-brac, de fûts de pétrole, bois-caisses, caisse-morue, briques et bouts de tôle. Tout tenait jusqu'à la prochaine tempête. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, je suis très heureuse d'accueillir un auteur qui nous fait replonger dans ses souvenirs d'enfance, ou plutôt ceux de ses aînés. Il nous fait découvrir l'un des quartiers emblématiques de la capitale foyalaise. Et vous allez le voir, ces découvertes, les coulisses qu'il nous fait deviner, devront vous intéresser. Bonsoir Steven Clérima. Bonsoir Lauriane. Comment est-ce que ça va ? Ça va très bien, je suis arrivé il y a quelques jours et je suis content d'être ici. Ah, nous aussi, on est ravis de vous accueillir, vraiment, donc pour parler de votre roman Trenel, qui, alors, je n'ai pas envie de tout dévoiler tout de suite, qui reprend la vie de ce quartier emblématique foyalais à travers les yeux de quelqu'un qui vous est cher et qui nous fait rentrer vraiment dans, j'ai envie de dire, le nan-nan de la culture antillaise, de la société antillaise de l'époque. Le reste, je vous laisse en parler. Dites-nous un peu, comment déjà, vous est venue l'idée de parler de ce quartier Trenel ? Est-ce que c'est par envie de transmission, devoir de mémoire, envie de toucher de plus près cet héritage familial ? Pourquoi avoir abordé ce sujet ? Tout d'abord, c'est pour me rapprocher de mon père, parce qu'on avait des relations très très conflictuelles quand j'étais pas le plus facile à l'école, à la maison, etc. On avait un rapport très conflictuel, la communication était quasiment à zéro. Et un jour, on a eu envie de se rapprocher et on a trouvé ce livre comme projet commun pour pouvoir se retrouver, se parler, et comme un prétexte pour se rapprocher, en fait, finalement. Effectivement, le petit garçon sur la couverture, c'est mon papa, qui a grandi à Trenel. Moi, j'ai grandi, je pense que ça s'entend, j'ai grandi dans un quartier du 93, dans la région parisienne. Et donc, toute cette île, tout ce quartier et toute son histoire, ça a toujours été mystique pour moi. Je voyais bien qu'il était avec nous, mais sans jamais vraiment être avec nous. Et donc, j'avais besoin de comprendre derrière la façade qui il était, ce qu'il avait vécu et pourquoi il était là avec nous. Voilà. Qu'est-ce qui lui était arrivé, en fait. Et vous parlez donc de l'histoire de votre papa, pas du tout de la vôtre, enfin, non. De la vôtre, mais de manière indirecte, on va dire. Pourquoi avoir choisi de le mettre en scène, lui ? Pourquoi avoir choisi un petit peu de vous retirer de cette histoire pour lui laisser la première place ? Oui, c'est vrai, c'est exactement. En fait, je pense que j'ai hésité à quelle place je voulais donner au narrateur et à l'auteur. Je me suis même, je pense qu'il y a toute une partie que j'ai supprimée où je parlais à la première personne, où j'étais vraiment présent dans l'histoire. Et je me suis retiré, je pense, dans un second temps, parce que justement, c'est pas mon histoire. Et je voulais pas me l'approprier, je voulais vraiment me faire un peu le relais de ce que lui, il avait vécu, de ce qu'il m'avait raconté, et sans jamais, moi, poser un regard qui, de toute façon, aurait été un regard de l'extérieur, posé sur ce quartier-là. Donc, quand on me dit... Quand, par exemple, des gens viennent me voir en me disant « mais moi, c'est pas la vie que j'ai vécue, moi, c'est pas mon Trenel, etc. » Je leur dis « encore heureux, parce que c'est pas votre Trenel que j'ai écrit, c'est pas le mien non plus, c'est celui de mon père, et il est sur la couverture pour cette raison. C'est son Trenel, et ça, personne peut lui enlever. Et voilà. Donc, je voulais pas m'imposer en tant que voix, alors que c'est la sienne dont je voulais me faire le porte-parole. Est-ce qu'il s'est reconnu dans votre roman ? Ah oui, mais en fait, ce livre-là, pour rigoler, je dis que c'est un partenariat parce qu'on l'a vraiment coécrit.
Par moment même, il ne faisait pas que me raconter ses souvenirs. Je voyais qu'il cherchait une formulation précise pour peut-être la faire apparaître dans le livre. Oui, il s'est pris au jeu. Et voilà, moi, je n'ai pas grandi en Martinique, donc c'était important que lui soit vraiment, vraiment là à mes côtés pour ne pas que je projette quelque chose qui n'était pas local et qui aurait été en fait quelque chose d'apporté, encore une fois, de l'extérieur. Donc voilà, et je pense qu'il y avait aussi un peu de pudeur de me dire, parce que quand on regarde ce livre et quand on a la couverture, quand on le lit, il n'y a rien qui dit que c'est l'histoire de mon père. Et donc j'aimais bien l'idée aussi que certaines personnes puissent lire le livre sans voir la filiation, par pudeur, je pense. Et comment ça s'est passé? J'avoue que quand j'ai lu, et quand j'ai compris aussi que ce n'était pas votre histoire à vous, de manière directe en tout cas, je me suis surprise à me demander comment est-ce qu'un jour, on va voir son paternel et on lui dit, ben tiens papa, j'ai envie d'écrire sur ta vie, j'ai envie que tout ça apparaisse dans un roman. Ça s'est fait naturellement, ça s'est fait au fur et à mesure. Comment est-ce que ça naît, Trenel? En fait, l'entrée dans cette aventure-là s'est faite avec un moment précis, un souvenir précis, une scène que je décris dans le roman avec un cabri attaché à un piquet, qui est une scène à la fois dramatique mais un peu drôle. Et il m'a raconté cette histoire-là et tout de suite, elle m'est apparue en image. En fait, je voyais la scène, je voyais tout ce qu'il m'a raconté vraiment de manière claire. Et donc, j'ai voulu l'écrire sans savoir que ça deviendrait un roman. Et une fois que j'ai commencé à écrire, j'ai voulu tirer tout le fil. En fait, c'est comme si on était rentré entre guillemets par un interstice, même un animal, etc. Et que tout Trenel était apparu dans un second temps. Donc, c'était pas du tout un grand projet. C'était au départ quelque chose de très petit, très intime. Des rendez-vous qu'on faisait régulièrement, on se prenait des cafés, on rigolait, et puis il me racontait un peu des choses. Et le confinement est arrivé, et c'est là où je me suis retrouvé avec toute cette matière quasiment documentaire. Et je pense qu'elle était tellement dure à porter pour moi aussi, parce qu'il m'avait un peu donné son fardeau finalement, que j'ai voulu la mettre quelque part et je l'ai mis dans un fichier Word qui est devenu un livre. D'accord. Je ferai croire à personne ici que j'ai écrit à la plume. Oh, quoique. Et vous abordez plusieurs aspects, plusieurs thèmes dans cet ouvrage, Trenel, comme le thème de l'éducation, comme le thème de la structure familiale. Et vous utilisez un terme qui est assez particulier, mais qu'on entend souvent dans la société antillaise, qui est le terme de dressage. On dresse les enfants ici. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça vous évoque et pourquoi avoir voulu autant insister sur cette caractéristique de l'éducation aussi? La première raison, et on le voit sur la couverture du livre, mon père a des cicatrices sur le visage, je pense que ça se voit, et donc pour moi, personnellement, en tant qu'homme et papa aujourd'hui, éduquer son fils avec des coups sur le visage, des cicatrices qu'un enfant peut garder toute sa vie, c'est pas comme ça qu'on élève un enfant, et donc effectivement, le terme de dressage, il est apparu déjà parce que c'était son histoire et parce que c'était le terme employé à l'époque. C'est un terme que lui a employé et il y avait à la fois le champ lexical de l'armée, du militaire, etc. Et il y avait le champ lexical des animaux. C'est un petit enfant, mais qui a grandi avec les coups, avec une violence verbale, avec une violence physique, et dont évidemment il garde les séquelles aujourd'hui. Donc pour moi, c'était important de le décrire, de ne pas le décrire avec avec le pathos qu'on peut parfois employer quand on décrit ce genre de choses, mais avec le regard d'un enfant, parce que vous voyez, il y a des cicatrices, mais il y a toujours une lueur dans le regard, il y a toujours un horizon, il y a toujours quelque chose. Et ce sourire. Et ce sourire qu'il a toujours aujourd'hui, malgré le quotidien infernal, en fait, qui a commencé à être le sien et que je décris dans le livre. Alors c'est vrai que dans notre société martiniquaise, on entend souvent, alors de moins en moins, mais on entend souvent dans les récits de nos parents, de nos ascendants, cet aspect un peu dur de l'éducation, qui est dressé au timamai ou qu'à prendre que c'est pas qu'on ça y aller, c'est pas qu'on ça y fait, etc. Est-ce que c'est une façon aussi, avec cet ouvrage où c'est écrit vraiment noir sur blanc, où il y a des parties quand même un peu difficiles, de remettre en cause, de questionner ce modèle éducatif à l'aune du 21e siècle, de nos habitudes aujourd'hui? Non.
En fait, derrière Trenel, c'était pas du tout un objet de critique ou de dénonciation. C'était avant tout un témoignage. Et en fait, en écrivant et en me replongeant dans les souvenirs de mon père, j'ai vu aussi la place qu'on donnait aux enfants. Et c'est vrai que je pense entre les lignes, il y a mon incompréhension dans les souvenirs, mais il n'y a jamais de... En tout cas, j'ai essayé de le faire, il n'y a jamais de jugement, parce que c'était une certaine époque. Je pense que ça correspondait aussi à le Trenel. Quand ces personnages-là arrivent sur ce morne, ils arrivent aussi des plantations, d'un monde qui est très 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 difficile. Donc l'idée, c'était pas de juger en fait une certaine misère quand même. C'était pas du tout ça l'objectif. Mais est-ce que je le questionnais? Est-ce que j'ai voulu le décrire? Oui. D'accord. Et la relation aussi au père, la relation, la structure familiale, puisque Max ne connaît pas son père, même si, enfin, il ne le connaît pas, il ne vit pas avec lui, même s'il le croise parfois et qu'il se questionne un peu du regard, de loin. La place aussi du père est particulière. Euh, il pense le croiser. Je ne sais pas s'il le croise vraiment, oui. mais effectivement, il cherche dans l'autre quelqu'un qui pourrait lui ressembler, quelqu'un qui pourrait le mettre sur une voie, parce qu'effectivement, il connaît de son père qu'un prénom, Peter, qu'une origine, la Sainte-Lucie, Sainte-Lucie, pardon, et c'est tout. Et à chaque fois qu'on prononce le nom Peter et qu'il demande plus d'informations, il sent bien qu'il ne faut pas poser de questions. Et effectivement, je pense que quand on écrit, en tout cas ça a été mon cas, on se pose la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire, quel est le propos derrière l'histoire, quelle est la grande histoire en fait que je suis en train de raconter. Et je pensais écrire sur l'absence, j'ai commencé à écrire le roman en pensant que j'écrivais un grand roman de l'absence, enfin un grand roman, un roman de l'absence, mais la grande question de l'absence dans la société martiniquaise de la figure paternelle. Et en fait, les personnages féminins ont commencé à se dessiner en filigrane, puis à prendre vraiment corps, à prendre vie, à prendre chair, à prendre voix. Et je suis passé d'un roman sur l'absence à un roman sur la présence d'une mère, la présence d'une sœur, la présence d'une tati, de plein de tatis d'ailleurs, et de toutes ces femmes en fait qui entouraient les enfants, qui les accompagnaient. Et donc effectivement, l'absence du père a généré chez moi une envie de comprendre qui étaient les femmes de ma famille, puisque Suzanne, le grand personnage féminin de ce roman, je ne l'ai pas connu. Et donc ça a été une manière aussi de me rapprocher de ma grand-mère. Et de peut-être plus communier avec une histoire familiale, plus se rapprocher aussi de souvenirs et puis d'une sorte de lignée. Les femmes dans les sociétés antillaises, martiniquaises, sont des femmes qui sont très présentes, qui sont très, très solidaires aussi dans l'éducation. Ce côté où tout un quartier éduque un enfant, tout un quartier veille sur l'enfant. C'est important pour vous? J'adore. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire aussi, et effectivement, le pendant des arbres, c'était les bâtiments, et il y avait toujours la possibilité de regarder en bas et la possibilité de regarder en haut, et tout le monde regardait tout le monde en fait. Il n'y avait pas, dès qu'un enfant était un peu seul ou était en condition un peu compliquée, il y avait toujours une figure maternelle pour regarder, pour le prendre sous son aile. Donc moi, j'ai grandi aussi là-dedans, et c'est ce que j'ai retrouvé dans Trenel. Le côté, on ne peut pas fermer les yeux. On peut fermer les yeux, mais c'est un choix. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas voir. Et quand un enfant est dans la souffrance, c'est aussi ce que j'ai voulu décrire de manière peut-être un peu cynique, mais il y avait 1000 yeux, 1000 œils sur Max et sur ses sœurs, mais aucun de ces yeux n'a pu empêcher ce qui s'est passé. Finalement. Oui, tout à fait. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur la nature, que vous décrivez vraiment de façon très précise. Vous avez vraiment des termes. Enfin, la nature, c'est un personnage à part entière, en fait, dans l'ouvrage, et particulièrement la rivière, que vous associez à certains moments clés, à laquelle le personnage pense, etc. Pourquoi en avoir fait un élément presque indispensable du roman? Parce qu'elle était indispensable. Ah. Elle était indispensable pour ses habitants, pour
Pour mon héros, en fait, pour le personnage de Max dans le roman, cette rivière, il la voit vraiment comme la possibilité d'autre chose. Et quand tout l'air est vidé de l'espace et qu'on est justement sur ce quotidien terrible, parfois tragique, la rivière est immuable, ne change pas le débit, à part les grandes crues, mais c'est quelque chose qui va être rassurant pour mon personnage et qui effectivement va, après la disparition de certaines figures, même maternelles, va prendre toute une place prépondérante pour lui. C'est l'évasion, c'est la richesse, et aussi ils en avaient besoin techniquement. Et je suis retourné à Trenel il y a quelques jours, et j'ai vu une dame de Trenel aller jeter son pot dans la rivière, comme dans mon livre. Et ça se passe des décennies après. Et il y a quelque chose, voilà, j'ai trouvé ça incroyable parce que c'était sous mes yeux, quoi. Et la rivière avait vraiment cette place-là, centrale dans le quotidien des habitants. Oui, et puis c'est aussi comme si les choses avançaient tranquillement, à leur propre rythme. En fait, c'est cette impression que j'ai eue avec votre roman, qu'il y avait un rythme particulier dans ce quartier. Et effectivement, il est en hauteur, totalement, enfin pas en lien direct avec la ville, donc descendre en ville, c'est une expédition. Et il y a ce côté, oui, c'est cette espèce de séparation entre Trenel et la ville. Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui ont, qui sont arrivées dans ce quartier et qui sortaient de communes et qui ont découvert un nouveau mode de vie et qui, parfois, ont l'air un peu coincés. Qui l'ont créé, ce mode de vie, même. Qui l'ont créé, tout à fait. Et qui ont l'air un peu coincés parce qu'il y a des souvenirs de la vie d'avant, mais ils essaient de faire avec la vie de maintenant. C'était... Pourquoi avoir autant insisté sur ce décalage ? Parce que il y a quelque chose d'assez intriguant avec ce quartier, c'est qu'il est sur vraiment le flanc d'un morne. Il n'est pas de l'autre côté, il est vraiment sur un seul flanc. Et ce flanc donne sur autre chose. Donne sur la ville, donne à certains endroits sur la mer. Et donc, c'est comme si ce quartier était, en tout cas à l'époque du livre, était voué à regarder ce que pouvait être une autre vie. Mais il y avait en tout cas pour certains enfants, dont Max, il y avait cette impossibilité de sortir de ce quartier. On peut regarder la ville, on peut de temps en temps y aller, mais on ne peut pas s'y échapper. Et il faut toujours revenir sur ce quartier-là, avec tout ce que ça peut comporter et que je décris dans le livre. Mais la nature et ce quartier, je voulais vraiment le dépeindre comme une sorte de fenêtre. Trenel, c'est une fenêtre. Quand on passe comme ça sur la rocade, on voit, c'est un tableau. Et en même temps, quand on y est, voilà, il faut savoir projeter le regard et voir un peu plus loin. Et parfois, c'est difficile. Oui, et malgré la difficulté, parce que c'est vrai qu'il y a le quotidien qui est difficile, il y a les relations aussi qui sont difficiles entre les adultes, les enfants, mais entre les adultes eux-mêmes. Je trouve que Max, alors après, garde cette espèce de lucidité enfantine, mais lucidité quand même. Comment est-ce que vous avez travaillé ça ? En fait, un des romans qui m'a beaucoup inspiré, c'est Itinéraire d'une enfance. C'est un roman asiatique, vietnamien ou laotien, il me semble. Et en fait, c'est une petite fille qui fuit un régime de guerre, une situation de guerre, et qui garde toujours son œil d'enfant, et c'est ce qui lui permet de survivre, en fait. Et je voulais vraiment ça chez mon personnage, chez mon père. Je voulais vraiment toujours qu'il y ait que chaque scène soit vue à travers son prisme et que je ne projette pas quelque chose que lui n'avait pas vécu. Donc, pourquoi il y a cette lucidité-là ? C'est que quand j'écris une scène, avant de l'écrire, il faut que je la visualise, que je la comprenne, que je la ressente, en passant par du rire, en passant par des pleurs. Je parle même avant l'écriture. Que je ressente cette scène-là et les enjeux en fait, de la scène. Et ensuite, je peux l'écrire. Et quand je l'écris, je suis habité par l'émotion une émotion en fait, voilà, l'émotion de la scène, exactement. Mais c'est presque un travail d'acteur en fait. Vous Exactement. Vous immergez vraiment dans. J'ai écrit les scènes
comme moi je travaille dans le cinéma à côté, et comme on dirige un comédien, et je dirigeais mes personnages en fait. J'ai dirigé mes personnages dans l'écriture, mais de manière très simple en fait. La littérature la littérature de laquelle je passe à côté, c'est la littérature où les personnages sont pas ancrés dans la scène et on a l'impression qu'ils peuvent aller soit à droite, soit à gauche, ça va pas vraiment changer les choses. Et j'ai essayé de proposer des carrefours à mes personnages et de me mettre à leur place pour savoir ce que moi je ferais en fait dans telle ou telle situation. Oui, c'est vrai qu'on a cette impression de... J'adore cette idée, je vais garder en tête. C'est vraiment, j'ai dirigé, ouais. Ok, bien joué. Ben voilà, création sur le plateau de Gré des Pages, vous y assistez voilà, avec nous. Mais c'est vrai qu'on a une grande sensation de liberté. Les personnages ne sont pas, bien qu'ils soient dans le quartier, et qu'ils ne puissent pas forcément aller en ville ou ailleurs, etc., on a l'impression qu'ils restent libres d'une certaine manière de penser, libres d'une certaine manière d'agir quand même. Et oui, vu que vous le décrivez comme ça... Je pense que vous avez raison, mais en fait, en y repensant bien, c'est juste que pour moi, un enfant, en tout cas mes personnages enfants, ils se recréent en fait dans ce système d'oppression, qui est un système d'oppression, hein, ils se recréent un monde dans lequel ils sont libres, mais c'est un monde qui est tellement confiné, tellement petit, tellement minuscule. C'est un arbre, une case même pas une case, c'est le devant de la maison avec un arbre et puis la rivière. Mais en fait, c'est un monde, et dans ce monde-là, où parfois ils sont cow-boys, parfois ils sont indiens, parfois ils sont acteurs, etc. Dans ce monde-là, effectivement, ils sont libres. Mais très vite, il faut retourner à la maison. D'accord. Eh bien, cette discussion est vraiment passionnante et je pense que c'est le moment, les Itata, d'en savoir un petit peu plus sur notre invité. On passe au tac au tac. Steven, je vais poser quelques questions assez rapides, je vais les enchaîner et vous, je vous demande d'y répondre de manière très spontanée sans forcément y réfléchir avant. Ok. On est bon? On est bon. Ok. Décrivez-vous en 3 mots. Passionné, curieux, investi. Votre plus grande bêtise enfant? Casser une baie vitrée avec la paume de ma main. Ah, ça a dû faire mal, ça. Désolé, papa. Désolé. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? Morte, vivante. Vivante? Dany Laferrière. Oh! Il est passé d'ailleurs sur le plateau de Gré des Pages et voilà, il faut se coordonner du coup maintenant. La personnalité qui vous inspire? Mandela. Votre morceau de musique préféré? Three Little Birds de Bob Marley. Ok. Et le morceau que vous mettez quand vous êtes triste? De la musique de film. James Horner ou John Williams. Voilà. Ok. Votre plat préféré? En fait, je dis le plat préféré des Français parce que j'ai aucune inspiration. Le couscous. Je sais pas. Vous aimez au moins, vous aimez. On va dire burger. Un burger, c'est bien. Ok, Ouais. oui, c'est bien. Ouais. Amour, vous êtes plutôt amour ou humour? Amour. Tinder ou Uber? Uber. Est-ce que vous avez les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles? La tête dans les étoiles. Ah, ça correspond un petit peu à ce que vous disiez, le côté réalisateur, milieu du cinéma, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de la cause qui vous tient à cœur? Actuellement, le combat que mènent les Palestiniens pour retourner sur leur terre. Très bien. Merci beaucoup. On continue notre petite discussion, les Itata, sur le roman Trenel, avec Steven Clérima qui est avec nous. J'aimerais savoir ce que vous avez particulièrement aimé dans la création de cet ouvrage. Est-ce que ce sont les moments avec votre père, dont vous nous avez parlé? Est-ce que ce sont les moments où vous avez dirigé vos personnages? Est-ce que c'est peut-être l'accueil ou les échanges que vous avez eus avec les habitants du quartier quand ils ont découvert, ou les autres aussi? Qu'est-ce qui vous a le plus plu, titillé? C'est que des bangers, les questions. En fait, non, c'est vraiment l'acte d'écriture. Moi, je viens du cinéma, et quand on est dans le cinéma, dans l'audiovisuel, chaque bonne idée, il faut la financer. Donc, si on veut faire naître un dinosaure, il faut payer le dinosaure. Et la liberté que donne l'écriture est vraiment
infini en fait. Et c'est ça qui m'a plu. C'est le fait de me retrouver chaque matin devant mon ordinateur et de faire naître des situations, des scènes, des moments, une île d'il y a, un temps d'antan, de faire naître le temps d'antan de manière, pour être cash, gratuite et sans limite. Donc c'est l'acte d'écriture en lui-même qui a changé ma vie, vraiment. D'accord. Et pour les échanges, je suppose que vous avez eu avec les personnes, soit qui ont vécu dans ce quartier, soit qui l'ont côtoyé, ou peut-être pas du tout. Qu'est-ce qu'il en ressort? Après la publication du livre? Après la publication, oui. Je trouve que la plupart des gens qui viennent me voir sont des gens qui n'ont pas lu le livre. Il y a deux catégories de personnes. Les gens qui ont lu le livre, ils ne me le disent pas. D'accord. Je le découvre après. Donc je peux parler avec quelqu'un pendant très longtemps et à la toute fin, ils vont me dire « Et au fait, j'ai lu ton livre ». Et ils vont partir. D'accord. Et les gens qui ne l'ont pas encore lu, je trouve qu'il y a parfois beaucoup, ils sont un peu sur la défensive, ce que je disais au début de l'émission, parce que j'ai appelé le roman Trenel. Et pour eux, c'est comme si j'avais fait acte d'entièreté, de globalité, et j'avais voulu faire un roman monde, finalement. Et moi, Trenel, c'est vraiment le témoignage de mon papa. Donc, si des personnes, et d'ailleurs, je leur dis, si des personnes ont vécu une enfance heureuse à Trenel, je suis très, très content pour eux, mais et d'ailleurs, je les invite à écrire cette histoire-là, mais c'est pas l'histoire qu'on m'a racontée à moi. Voilà. Oui, voilà. En fait, vous racontez ce qu'on vous a vous-même raconté, en Exactement. fait. Et forcément, il y a ce parti pris, puisque ça s'est vraiment passé. D'accord. Mais je comprends totalement. Si quelqu'un écrivait un livre qui s'appelle 93 sur le 93, j'aurais peut-être des réticences, ou je me dirais, mais qu'est-ce qu'il veut me raconter lui, ou c'est pas... Voilà. Donc je comprends complètement, mais j'invite chaque personne à lire Trenel et à s'inventer le leur, et à se raconter le leur. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir encore plus de lectrices et de lecteurs, que mes idées trouvent vraiment des yeux, des oreilles, et que Trenel devienne un film. Ah, voilà, parce qu'en fait, moi, je me suis dit, mince, j'ai encore une autre question, j'aimerais te demander ça. Ok. Oui, bien sûr, parce que tout à l'heure, on parlait de direction de personnages. J'adore, vraiment, c'est incroyable. Et effectivement, cette histoire-là, je trouve qu'elle est cinématographique, et c'est comme ça que j'ai voulu penser chaque scène et chaque personnage. Donc ce serait une étape et une suite logique. Voilà. Mais on y travaille. Ah bon, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Steven Clérima, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine aussi, vous les Itataï. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.